Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Apolline de Malherbe. Merci de venir répondre à mes questions de confiance ce matin, tenter de convaincre les Français de vous accorder leur confiance pour les 5 ans qui viennent. Vous êtes candidat à la présidence de la République, vous êtes d'ailleurs à la tête de votre parti, Debout la France. C'est votre 3e candidature à la présidence de la République. En 2012, vous aviez recueilli 1,79% des suffrages, en 2017 4,7% et cette fois-ci, vous êtes crédité dans les sondages d'1 à 2% des voix. Vous dites de cette élection, et je voudrais commencer par ce qui apparaît quand même comme une forme de paradoxe. Vous dites de cette élection qu'elle est truquée avant même qu'elle ait lieu, que c'est un piège, qu'il n'y a que de la propagande, tout est fait pour essouffler et étouffer cette campagne. Si c'est une élection truquée, pourquoi vous y participez ? Eh bien justement, pour alerter les Français et leur dire que quand on est écœuré de la politique, comme ils le sont, parce que ce mot truqué, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est une dame dans la rue qui m'a dit ça en me disant « Je vais pas aller voter, monsieur, parce que tout est truqué. Et vous en êtes la victime. » Et je lui dis « Non, madame, n'exagérez pas. » Parce que j'ai essayé de la convaincre. Et puis elle m'a énuméré tout. Et je me suis dit « Mais finalement, est-ce que c'est pas elle qui a raison ?» Et je lui ai dit « Madame, il y a une chose qui est pas truquée. C'est votre bulletin de vote. Et je comprends votre écœurement. Je le comprends parce que c'est vrai, pas de débat. Elle était partie du débat en disant « Vous n'êtes même pas capable de parler tous ensemble. Comment voulez-vous qu'on vous accorde la confiance quand il n'y a même pas un débat entre vous ?» Mais le fait qu'il n'y ait pas de débat, est-ce que ça veut dire que l'élection est truquée ? Mais non, mais ça veut dire que les Français ne peuvent pas se faire une idée entre eux, des échanges. Il y en a eu quand même un chez vous, à la BFM. Entre Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon. Non, il y a eu un débat en 2017. Ah oui, en 2017, candidats. Bien sûr. Ben oui, mais les Français, ils ont envie de savoir. C'est pas simplement des chiffres, des rapports, c'est des personnalités. C'est pas faute de l'avoir voulu, hein. On l'aurait souhaité, vous le savez bien. Je dis, c'est insupportable de se dire qu'on arrive dans moins de 10 jours à une élection où beaucoup de Français, à juste titre, se disent finalement, c'est pipé d'avance. Et attendez, je finis juste mon explication. Et j'ai dit à cette dame, et vous me posiez la question de savoir pourquoi participer à un truc qui est pipoté. Eh bien, je lui ai dit, madame, dans la vie, on a toujours le moyen de se battre. Et vous avez une arme, c'est le bulletin de vote. Et si tous les Français vont voter en enlevant leur déception, leur écœurement, leur à quoi bon ? Parce qu'en fait, ce qui me marque le plus dans cette campagne, quand je rencontre les gens, c'est à quoi bon ? Ah, c'est intéressant ce que vous dites, c'est tiens, j'ai vu tel candidat, c'était pas mal, mais à quoi bon ? De toute façon, c'est jouer d'avance. Et je veux dire aux Français, et c'est pour ça que je me bats, Apolline de Malherbe, que rien n'est jamais joué d'avance. Que le peuple est maître de son destin et qu'il faut aller voter, qu'il y a le choix, que malgré les inégalités de temps de parole, l'inégalité des parrainages, l'inégalité des financements... L'inégalité des temps de parole, on va pas rouvrir ce dossier-là. Mais attendez, il y a 15 jours, avant c'était 5 semaines. Vous êtes là, vous êtes à ce micro... Avant c'était 5 semaines. C'est pas contre vous. C'est pas ça le problème. C'est que la loi a changé, vous le savez, en 2016. Avant, il y avait 5 semaines tous les 5 ans. Ça permettait de donner de l'air. Bon, bref, on va pas revenir dessus. On est dans les 2 semaines d'égalité stricte. Ce que je veux dire aux Français, je voudrais juste comprendre qu'est-ce qui est truqué. Soyons quand même d'accord sur, en gros, les règles du jeu. Vous considérez que ce qui sortira des urnes, puisque vous m'avez dit à l'instant que le bulletin de vote... Et le seul moyen, ça dépend de la participation. Et c'est pourquoi je m'inquiète. Ça dépend de la participation. Mais le résultat, qu'il y ait de la participation ou pas... Mais non, il n'est pas, c'est pas le même. Vous le contesterez ? Mais je ne le conteste pas. Il sera là. Mais vous savez, ce n'est pas moi qui compte. Ce sont les Français. La participation, c'est les Français qui en sont maîtres. Oui, mais justement. Et c'est mon boulot d'homme politique. C'est mon rôle. Moi, vous savez, j'ai été élu dans une ville en 95 quand j'étais tout jeune. Je me suis présenté dans ma ville, à Hyères, dans l'Essonne, qui était surendettée, les gens étaient écœurés, il y avait eu un maire pourri avant, malhonnête, qui avait été condamné. Les gens ne votaient plus. Quand je frappais aux portes, on me claquait la porte au nez en disant « politique, tous pourris ». J'étais tout neuf, j'avais rien fait dans cette ville. Et j'ai sonné à 10 000 portes, en disant aux gens « c'est pas foutu, votre ville, si vous allez voter, on va la redresser ». On me disait « il est complètement bizarre celui-là ». Et puis, j'ai réussi à les convaincre de voter. Et aujourd'hui, ma belle ville, on a tout changé. On a redressé la ville. Et ce que je veux dire aux Français qui se plaignent tout le temps, à juste raison, je leur dis, se plaindre, oui, vous avez raison de vous plaindre. Mais à un moment, il faut prendre votre destin en main. Et c'est mon rôle. Mais donc, pour bien comprendre, avant justement de rentrer dans les détails de votre programme, cette élection ne sera pas valable. Voilà. Ne sera pas valable ? Mais bien sûr qu'elle ne sera pas valable. À partir de quoi ? Vous le mettez où le curseur ? Mais quand les gens ne vont pas voter,
Non, mais ils vont pas voter. C'est-à-dire, s'il y a 80% de participation, il y a aucun elle sera problème, il y a valable. une légitimité. S'il y a quoi, que 70% 50% ou 40% de participation, ça serait un drame national. Non, mais un drame, c'est une chose. Pas valable, c'est une autre. Pas valable dans le cœur des gens. Ah. Ce que j'ai voulu dire, quand le système L'élu, politique... Est-ce que l'élu sera légitime? Pour moi, non. Voilà, Pour tout vous, le monde le non. sait. Mais tout le monde le Vous sait. appelez à quoi? Au refus du résultat des élections? Mais non, mais vous ne me voulez pas m'entraîner dans quelque chose. Est-ce que dans je notre veux vie, juste comprendre si mais ceux je vous qui le vont dis, voter... est-ce que dans la vie médiatique, on peut avoir un raisonnement nuancé? Est-ce qu'on Oui. a le droit? Oui. C'est-à-dire que je dis simplement qu'un pays où les Français n'ont plus confiance dans leurs institutions, vous pouvez mettre n'importe quel président, si il n'y a pas eu un vote massif pour ce président, et voilà pourquoi le général de Gaulle voulait des référendums. Le général de Gaulle a conçu la Ve République. Vous proposez dans vos 100 décisions pour la France le recours régulier à des référendums d'initiative populaire. Alors, deux choses. Je consulterai les Français par référendum sur les grands choix du pays. Parce que c'est comme ça qu'on va changer le pays, c'est avec les Français. Et là, comment vous ferez pour mesurer la participation, la légitimité? Mais c'est les Français qui comprendront que plus ils vont voter, plus leur vote est utile. Et deuxième point, je veux mettre en place le RIC, référendum d'initiative citoyenne, 500 000 signatures. C'était une des propositions des Gilets jaunes. Hein. Oui, 500 000 signatures. Et le sujet vient sur la table. On ne redonnera l'habitude du vote, la confiance dans les institutions, que lorsque nos concitoyens, et moi-même d'ailleurs, on aura l'impression que notre vote est utile. Vous savez qu'il n'y a pas eu de référendum depuis 2005, celui qui a été trahi. Et j'ai fondé mon parti politique sur cette trahison des Français quand la classe politique a remis en cause le vote des Français. Et donc moi, toute ma vie de gaulliste, avec Philippe Séguin, puis quand j'ai créé Debout la France, c'est de dire l'avenir du pays, il est entre nos mains. Voilà pourquoi Nicolas Dupont-Aignan, justement, voilà pourquoi ceux qui nous écoutent aujourd'hui... Je veux pas que les sondages, tiens, on parlait trucage aussi évident. Trucage. Mais pourquoi? Parce que les sondages sont faits sur une moitié de l'électorat, vous le savez très bien. Allez voir tous les sondeurs. Je vous laisse dire, parce qu'il y a un moment où... Les sondages. C'est aussi aux Français de juger, mais vous ne pouvez pas dire que tout est trucage, vous ne pouvez pas dire que tout est faux. Mais les sondages, excusez-moi, c'est pas qu'il y a eu une malhonnêteté, c'est qu'ils sont faits sur les gens... Les sondages, chacun en fait ce qu'il veut. Oui, enfin... Et ils ont une influence. C'est fait sur les gens qui sont sûrs d'aller voter. Les sondages? Mais il y a beaucoup de pays où c'est interdit pendant 15 jours avant. Est-ce que vous voudriez moi, j'ai toujours pensé que pendant une semaine, il ne fallait pas de sondage. Parce qu'ils sont faits sur ceux qui sont sûrs d'aller voter. 50%. Et pas les autres. En fait, on dit aussi combien de personnes ne sont pas sûres. Et d'ailleurs, les sondeurs aujourd'hui alertent, comme vous, sur la question de l'abstention. Mais oui. Et ils se sont trompés au régional de 10 points. Mais ça influence les gens. Voilà. Alors Nicolas maintenant, on peut parler du fond. Vous le disiez, sans décision pour la France. Pour le pays. Notamment sur les questions de sécurité, de santé ou de pouvoir d'achat. Je dirais qu'on commence par la sécurité, par la Corse et les prisons. Vous l'avez peut-être vu hier. Le directeur de la prison d'Arles, qui s'appelle Marc Olivier, il était en larmes devant la commission de l'Assemblée nationale et en larmes sur la mort d'Ivan Colonna. Impossible de surveiller tous les détenus en même temps. Voilà ce qu'il a dit. Est-ce que vous entendez cette détresse finalement du patron de la prison? Nous sommes dans une société où on n'est que dans l'émotion. C'est pas la faute du directeur de prison. C'est la faute de l'État qui a mis un djihadiste dans une prison. Moi, j'ai proposé que les djihadistes aillent au Kerguelen, dans un bagne. Et je maintiens. Quand on a combattu la France... Une forme de Guantanamo à la française? Exactement, judiciarisé. Ça suffit. C'est l'État qui a été faible. Donc le directeur, lui, il fait ce qu'on lui a demandé de faire. On a mis des djihadistes dangereux au milieu des autres prisonniers. Et on libère des djihadistes chaque année. Je me souviens plus des chiffres, 2019, 2020, 2021. Environ 80 qui devraient être relâchés dans les années. Mais quand est-ce que notre pays va prendre Donc vous ne les relâcherez pas, même quand ils arrivent au bout de leur peine? Alors, d'abord, avec moi, je demanderai une peine planchée. L'intelligence avec l'ennemi, c'est l'article du code pénal qui n'est jamais appliqué, 30 ans minimum. Et puis, une prison éloignée. Et puis, assez. Vous savez pourquoi les Français, on revient toujours à la question du vote. Est-ce que la politique sert à quelque chose? Est-ce qu'à un moment, on prend les problèmes à bras-le-corps? Alors, cela dit, comme réponse, je vais revenir aussi sur la question d'Ivan Colonna et de la Corse, mais comme réponse précisément à ces questions de sécurité, vous le dites, il y a cette prison éloignée. Et puis, c'est d'ailleurs le volet le plus fourni de votre programme sur la sécurité. Vous promettez 40 000 soldats de plus, 30 000 policiers de plus, 10 000 agents administratifs de plus, 40 000 places de prison de plus. C'est Noël sur la sécurité. Mais c'est pas Noël, c'est rétablir l'ordre dans un pays avec un État régalien, comme ça se fait en Angleterre, c'est pas loin.
100 000 places de prison en Angleterre, 65 000 en France. C'est permettre à nos policiers de faire leur travail et le à problème, c'est notre pas juste les justice. places. Quand vous voyez que là, Mais en si, parce l'occurrence, que tout le système le patron de la est prison d'Arles, vicié. il dit en fait, on n'a pas suffisamment Mais aussi non, mais de attendez, surveillants. Eh bien justement, tout le problème de la justice en France, c'est qu'on ne punit pas la récidive. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de place de prison. Et il y a la fameuse loi de 2019 qui, en dessous de 6 mois de prison, vous ne faites pas de peine. Et on a 40 condamnations avant d'aller un jour en des prison. peines, y compris des toutes petites peines, y Comme compris aux de Pays-Bas, quelques jours. Comme aux Pays-Bas, Hollande. qui a permis de réduire la délinquance parce qu'ils sanctionnent tout de suite dans des prisons adaptées, pas mêlées. C'est pour ça que je veux plus de place. Des prisons qui peuvent être des centres de rééducation. Bref, un vrai État. Et ça, honnêtement, ça existe. En Angleterre, ça existe dans beaucoup de pays. On peut le faire. Et c'est pas si coûteux, 5 milliards d'euros. Un plan qui est chiffré. Je suis le seul d'ailleurs. Alors je sais que je suis le seul à avoir chiffré mon projet Non, vous êtes ligne pas le par seul. ligne. Non, c'est pas vrai. Jean-Luc Mélenchon C'est l'a pas vrai. fait, mais je suis le seul où il est aussi précis. Il- C'est ligne par ligne. Il est précis, mais les Très autres le précis. sont Vous le aussi. trouvez sur Internet. Nicolas Dupont-Aignan, au-delà de ce qu'a dit le patron de la prison d'Arles, il y a aussi la question de l'autonomie en Corse et des violences en Corse. On a révélé ce matin sur RMC et BFM TV une vidéo où on voit les dernières images d'Ivan Colonna vivant. Et dans ce qui apparaît aujourd'hui comme presque une forme de témoignage ou de testament, il dit être confiant pour l'indépendance. On va y arriver. Eh bien non, parce que ce sera aux Corses de décider. Et moi, je pense que la Corse fait Mais partie si la intégrante de la Corse France. décide de l'indépendance, si- vous lui accorderez Mais si la Corse Sur- veut être Si on indépendante... vous prend au mot sur le référendum. Mais bon courage, bonne chance. Mais je suis certain, je connais bien la Corse. J'y ai été encore dire aux Corses, méfiez-vous de cette sirène. Les dirigeants de la collectivité corse n'ont même pas utilisé les pouvoirs de l'autonomie, ils en veulent davantage. Alors, faites le ménage chez vous. Il y a une indignation légitime sur ce qui s'est passé. Maintenant, attention, on ne joue pas avec les institutions. Et c'est aux Corses et à Mais encore l'ensemble une de la fois, communauté Encore nationale une fois, de vous trancher. seriez prêt à ce que les Corses décident pour eux-mêmes. Mais je connais le résultat. Non, Les bah, Corses vous sont connaissez- français. Vous aussi, on peut vous dire que l'élection est truquée. Vous Mais- connaissez déjà le résultat, vous n'avez pas organisé l'élection. Écoutez, excusez-moi, arrêtons avec cette petite musique. Tout le monde sait que les Corses sont français. Simplement, après, c'est le degré d'autonomie. Et je dis aux Corses, on met tout sur la table et vous verrez les flux financiers, l'organisation. Et la Corse est profondément française depuis... voilà, faut arrêter avec tout ça. Il y a tellement de problèmes plus graves, immédiats à traiter, qu'il faut arrêter avec le folklore. Alors, parlons notamment de la santé. Voilà une des questions sur laquelle les Français vont décider ou non d'accorder leur confiance à ceux qui se présentent devant eux. Question de confiance sur la santé, les déserts médicaux, l'accès aux soins. Est-ce que vous avez vraiment une solution Ah oui. efficace et efficace aussi à court terme? Parce qu'on nous Bien parle, vous nous sûr. parlez tous de la formation des médecins. Mais demain, on fait comment? 2 solutions majeures. D'abord, je veux rouvrir dans chaque département, notamment les départements ruraux où ils ont tout fermé. Moins 17 300 lits sous Macron. Moins 17 300 lits. Moins 100 000 lits depuis 20 ans. Donc c'est un désastre. Je veux rouvrir un établissement de santé dans la zone la plus désertifiée. Ça prendra là un peu de temps parce qu'il faut recruter, il y a le problème de recrutement, etc. Mais c'est vital. Rééquilibrer les structures hospitalières. Deuxième point, je veux créer des assistants administratifs pour évacuer toutes les tâches administratives qui polluent l'activité des médecins. J'ai rencontré des dizaines de médecins, tous disent la même chose, 10 à 20% de notre temps, c'est remplir des tableaux. Donc vous allez Tout faire ça, quoi? Des Des secrétaires assistants, médicaux des secrétaires médicaux, puisque ça, on peut les recruter tout de suite, qui permettent qui seront de- payés par qui? Par les médecins eux-mêmes? mais par l'État, la sécurité sociale. Et on aura une organisation, par exemple, il y aura 2 secrétaires médicaux pour l'ensemble 10 médecins d'une zone géographique. L'idée, c'est quoi? C'est le temps du médecin, il doit être à 100% sur la santé. Et puis le troisième point, c'est mon idée d'un salaire pour les étudiants en médecine à partir de la 5e année, qui donnent beaucoup de temps à l'hôpital avec un salaire de misère, une indemnité de misère aujourd'hui. Je veux les payer vraiment au SMIC et même un peu plus. Et en échange, ils signent un contrat de 5 ans de temps dans une zone désertifiée. Est-ce On que- les aide pendant 5 ans sur leurs études. Et ils ont une vie pas facile, vous savez. Il y a eu d'ailleurs beaucoup de suicides dans les internes en médecine. Ils ont une vie très difficile. Eh bien, je les aide et en échange, ils aident la société. Mais vous Et savez ça, je peux qu'aujourd'hui, vous il dire, existe déjà il existe un processus, des mais qui n'est primes pas aussi... d'installation. Oui, mais qui n'est pas... Qui est quand même assez ça marche fort. pas. Et pour autant, ça marche pas. C'est ce que j'allais vous dire. Donc la question n'est pas les primes. Non, Vous prenez mais tous c'est des un primes. Il y a contrat. déjà 25 000 euros par an pendant 2 ans mais- quand vous vous installez et une Oui. défiscalisation sur 5 ans. Mais là, moi, ce que je propose, c'est un contrat, études, zone désertifiée, et on peut y arriver. Avec tout ça, déjà, on va améliorer. Et puis, L'un de dernier vos point, combats- l'attractivité. L'attractivité de l'hôpital et des
et de l'ensemble Donc de nos structures de l'augmentation santé, des revenus des infirmières. notamment la nuit. Mm. La nuit, les rémunérations des aides-soignantes la nuit, je crois que c'est 1 € l'heure. Enfin, c'est pas possible. Et je finance ça, bien sûr, par des économies ailleurs. Les fausses cartes vitales, ce gaspillage incroyable. Je redistribue l'argent perdu vers l'argent utile. Nicolas Dupont-Aignan, l'un de vos combats, ça a été de partager le combat des antivax, des antipasses. Pas des antivax, de la liberté, madame. C'est que j'estime que la liberté vaccinale sur un produit expérimental dont les effets secondaires commencent à apparaître, inutile pour les jeunes, a été un drame pour le pays. Et je persiste et je signe. Le vaccin, j'ai toujours dit que les personnes âgées, fragiles, pouvaient se faire vacciner, bien évidemment. J'ai toujours dit que c'était une hérésie de faire croire aux gens que parce qu'on était vacciné, on ne transmettait pas. Il y a eu 90% de vaccinés, 20 millions de transmissions. Et ça recommence. Personne n'a dit que ça ne transmettait pas. Le 12 juillet, le président de la République. Vaccinez-vous parce que sinon vous transmettez, vous n'êtes pas un bon Français et vous transmettez aux voisins. C'était faux. C'était mensonger. Nicolas Dupont-Aignan, et quand vous entendez hier... l'État, et j'accuse. Oui. Et je le dis très précisément, il faudra remettre tout à plat. Et je réintégrerai tous les soignants exclus. J'en ai rencontré à Lille hier. Des gens qui sont au RSA. Des milliers. Non. Des milliers. Plus de 15 000. Des gens au RSA qui manquent dans les blocs hospitaliers et des blocs opératoires. Vous savez, à Paris, je voyais un grand professeur de médecine. Son bloc opératoire d'un grand hôpital parisien fonctionne à mi-temps. Vous pouvez nous dire plus précisément, parce qu'à chaque fois, vous dites, j'ai vu un médecin, un grand hôpital. Alors c'est où? C'est un grand hôpital. Je vous le dirai en privé. J'ai mes sources. Pourquoi vous ne le dites pas là, parce que les Français puissent vous entendre? La confidentialité. Parce qu'il a été menacé suite à ce qu'il a dit. Bon, donc vous... Eh ben, j'affirme. Vous dites, mais vous donnez pas vos sources. Je sais ce que je dis, comme vous, parfois, les journalistes, pour protéger mes sources. Mais vous êtes politique, vous voulez pas la transparence, vous voulez pas dire les choses aux Français. Je protège parce qu'il y a eu la chasse aux sorcières. Et quand il a parlé à la télévision, après, il a eu des représailles. Nicolas Dupont-Aignan, les malades du Covid... Tout ça, attendez, pour des conflits d'intérêts au sommet. Et j'ai ici, vous le savez, le rapport McKinsey. Quand vous pensez que la stratégie vaccinale de la France a été mise en place par des consultants à 2200 € par jour, McKinsey, qui conseille en même temps... Les cabinets de conseil. Oui, mais qui conseille... C'est pas seulement un problème de gaspillage, c'est un problème de conflit d'intérêts au sommet. C'est-à-dire que la stratégie vaccinale a été donnée à un cabinet américain qui conseille Pfizer. Pfizer, entre nous, que le président de la République, quand il était chez Rothschild, a organisé une session de... Donc, il y en a assez du conflit d'intérêts. Et je dis aux Français... Avant de devenir politique, a en effet travaillé à la banque Rothschild et a œuvré au rapprochement entre Pfizer et Nestlé. Et je veux dire une chose très grave. Mais vous dites que c'est un rapport, ça n'a pas... Mais je dis que je demande où est passé le parquet financier SOS avis de recherche. Quand François Fillon a un soupçon... Il n'y a en effet pas d'ouverture d'enquête pour l'instant. Quand François Fillon, en pleine campagne, a un soupçon sur l'emploi de sa femme, le parquet financier se réveille. Très bien, moi je suis pour la justice. Quand Emmanuel Macron est dans le conflit d'intérêts jusqu'au cou... Pour vous, il y a un conflit d'intérêts d'Emmanuel Macron au sommet. Précisément. Mais je demande au parquet financier d'ouvrir une enquête. Mais on est dans quelle démocratie? Cette affaire était étouffée. C'est extrêmement grave. Il faut que les Français ont pu enquêter. Vous avez le rapport dans les mains. Attendez, heureusement. Donc c'est pas étouffé. Étouffé parce qu'on n'en parle pas assez. Non, mais on en parle beaucoup. Écoutez, alors, pour le coup, on n'en parle pas assez. Vous savez, Nicolas Dupont-Aignan, je trouve ça très important de parler du fond et vous êtes là pour ça. C'est le fond, mais par contre, je peux pas vous laisser dire que c'est étouffé parce que justement vous êtes en train d'en parler. Vous voulez, mais heureusement qu'on a encore en temps libre. Non, mais c'est à chaque fois votre petite musique. Je dis ce que je pense. Moi, ce que je vous dis, c'est que exactement. Si vous donnent leur confiance. Exactement, madame. Et ce que je veux vous dire, c'est que à l'Assemblée nationale, il faut que les Français sachent, tous les groupes politiques étaient d'accord pour augmenter l'allocation adulte handicapé, la déconjugalisation, permettre aux personnes handicapées d'avoir l'allocation même si leur conjoint a un revenu. C'est une revendication majeure des personnes handicapées. Emmanuel Macron et sa majorité ont dit on ne peut pas le faire. On était tous d'accord, centristes, républicains, France Insoumise, socialistes. Ils ont dit En Marche, on ne peut pas le faire, ça coûte 800 millions d'euros, on n'a pas l'argent. Et au même moment, il a multiplié par 4, 3,7 exactement, soyons précis. Le rapport du Sénat l'atteste, des sommes extravagantes, 1 milliard d'euros pour des cabinets d'études. Eh bien, je dis que quand on en est là, dans une démocratie normale,
Dans une démocratie normale, on ne pourrait même pas se présenter. Quand vous entendez hier, Vraiment. Pour vous, ce serait une attendez, rédhibitoire. Mais enfin, après les Français jugent. Mais si les Français ont envie de réélire la ministre des Comptes publics, la ministre de la fonction publique et le ministre des Comptes publics, qui disait nous n'avons rien à cacher et qui s'engage à réduire de 15% après avoir multiplié par 4 millions d'euros. 4 millions d'euros pour réduire l'aide au logement des étudiants. C'est la Macronie dans tout ce que je veux plus revoir en France. Et je dis aux Français, quand je vous disais il faut aller voter, je dis aux Français, s'ils veulent continuer à avoir leur argent, qui gagnent durement, et puis au même moment, on va faire la réforme des retraites, 65 ans, je voudrais qu'on puisse en parler. Monstrueux pour paupériser les retraités. Mais les prix et la question du pouvoir d'achat, la hausse des prix, on l'apprend à l'instant. L'inflation en France, ce sont les chiffres de l'INSEE, 4,5% en mars, c'est sur un an, mais c'est l'estimation au mois de mars. 4,5% d'inflation en France, sachant qu'il y a 9,8% en Espagne, 7,3% en Allemagne. Vous, Président, comment vous faites pour lutter contre les hausses des prix? Alors, deux choses. La première, c'est que, bien évidemment, il y a le prix de l'énergie. Et l'affaire de l'Ukraine est vitale pour ça. Et puis, deuxième point fondamental, c'est que moi, je réclame depuis longtemps, et pas d'aujourd'hui, l'indexation des pensions de retraite, de l'indice des fonctionnaires, des aides sociales d'ailleurs, et je parlerai du privé après, l'indexation des pensions de retraite pour que les retraités ne perdent pas leur retraite et leur pouvoir d'achat. C'est vital. Et ça a été supprimé par François Hollande, Emmanuel Macron, et ça a continué d'être supprimé. Donc ce qui est aberrant. Dirigé. Non, l'indexation des pensions de retraite. C'était le b.a.-ba. Est-ce que vous iriez jusqu'à des prix dirigés? Alors, premier point. Deuxièmement, je propose un 13e mois pour tous les salariés jusqu'à 3 fois le SMIC, pas payé par les entreprises qui n'en ont pas les moyens, mais c'est 8% d'augmentation. C'est une sorte de prime. Non, il y aura un 13e mois, 8% d'augmentation de tous les revenus du privé jusqu'à 3 fois le SMIC et des indépendants par une baisse des charges salariales, c'est-à-dire 20 milliards de l'État. C'est la différence entre le brut et le net. Et puis, dernier point, j'avais proposé en avril 2019, j'ai la proposition de loi, j'ai amené, parce que j'amène tout maintenant, en avril 2019, j'avais proposé la suppression de la TVA sur une vingtaine de produits de première nécessité, pour que les milieux modestes, les familles modestes puissent acheter du papier toilette, de la protection hygiénique. Mais aujourd'hui, on a déjà une TVA réduite sur les produits de première nécessité. Mais on passerait de 5,5 à 0. Ça fait moins 5%, c'est quand même pas mal. Donc, et le plafonnement du prix de l'essence à 1,70 €. Mais pour faire tout ça, attention, parce qu'il ne faut pas raconter des histoires. Et je vois beaucoup de promesses en l'air pendant cette campagne. Voilà pourquoi j'essaye de chiffrer. J'ai écrit un livre, Où va le pognon, où j'ai détaillé 100 milliards d'économies. Ça, je pense que c'est faire la politique sérieusement. J'économise d'un côté, je reverse sur le travail ou ceux qui ont travaillé. Et c'est sur Internet. À ces programmes. Nicolas Dupont-Aignan, 3e candidature, donc. 3e fois aussi que vous avez cette logique de on ne nous laisse pas assez parler. Vous n'en avez pas marre, en fait? Vous ne dites pas, cette fois-ci, c'est un peu celle de trop? Non, écoutez, moi, je vais vous dire. J'ai jamais été aussi heureux que dans cette campagne parce que j'ai jamais vu mon pays aussi malade, aussi gouverné. Vous n'avez jamais été aussi heureux? Non, de me battre pour... que le pays va mal. Non, de me battre pour mon pays qui est malade. Je suis pas heureux de mon pays malade. Vous savez, je serais très heureux de pas être candidat si le pays allait bien et qu'il y avait un bon président, même pas de mon bord politique. Moi, ce que je souhaite, c'est que la France aille bien. Et quand je vois que depuis des années, je tire la sonnette d'alarme, perte d'indépendance, perte de liberté, mépris des plus pauvres, argent toujours aux riches, pillage du pays par des intérêts étrangers, conflit d'intérêts au sommet, j'ai envie de me battre. J'ai envie de dire aux Français, mais réveillez-vous. J'ai envie de les secouer parce que je les aime et parce que je ne peux pas supporter de voir mon pays s'effondrer devant moi. Et vous leur dites, au moins, allez voter, même si vous continuez à dire que tout ça est un peu truqué. Nicolas Dupont-Aignan, merci. Mais justement, parce que c'est injuste, il faut se réveiller. C'est ce que j'ai voulu dire. On a bien entendu. Et à 8h53, je peux vous dire qu'ils sont bien réveillés, les Français. Nicolas Dupont-Aignan, candidat c'est pas pour à la autant qu'ils vont aller présidence. voter. Il faut qu'ils aillent voter. À la présidence de la République. Merci d'avoir répondu à mes questions de confiance.